Alors bonjour à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. On va prendre un rythme plus régulier. Maintenant, tous les 2 semaines, on va essayer d'en sortir un, ça va être cool. En tout cas, on va essayer, je te dis pas que ce sera fait, mais on va faire le possible pour. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, la dernière fois, je te parlais de l'importance du travail, l'importance de bosser, l'importance de passer des heures devant ton PC si tu voulais y arriver. Et que c'était vraiment la clé pour finalement un jour espérer pouvoir devenir un artiste qui ait un minimum de niveau. D'accord ? Finalement, c'est assez cohérent, hein. On n'a rien sans rien. Si jamais tu souhaites en savoir plus, je t'invite à écouter le podcast qui est juste avant celui-ci. Mais j'aimerais aujourd'hui partir d'un autre point très important quand tu te formes à la 3D. C'est un point que je rencontre souvent, notamment avec les élèves qui débutent l'école H3D2. Et c'est un point qui est assez difficile à enlever de la tête de l'élève, et pourtant qui peut avoir des conséquences assez pénibles à gérer. Je veux dire dramatiques, mais c'est assez pénible. Je t'explique. Mais avant ça, jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Donc ce point-là est relativement simple à comprendre. Beaucoup de personnes se pensent bons dans l'art 3D, et d'ailleurs j'en ai fait partie, je me souviens que j'ai été longtemps dans ce problème-là quand j'ai démarré. Ils se pensent bons en 3D. Non pas parce que elles ont créé des choses en 3D, des projets, des choses, etc. Et que la qualité de leur projet est dans mon niveau, mais parce qu'ils connaissent très bien le logiciel. Et c'est ce que je dis à mes élèves, ces gens-là, en fait, ces gens qui tombent dans ce pattern-là, c'est-à-dire, je ne produis rien, mais j'apprends le logiciel à fond, tu deviens en fait quelqu'un que j'appelle qui a une très grosse tête, et des toutes petites jambes. D'ailleurs, cette expression ne vient pas de moi, elle vient de Patrick Leroux. Assez marrant ce mec d'ailleurs. Bref, une grosse tête et des toutes petites jambes. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire quelqu'un qui réfléchit énormément, qui va se former, qui va regarder des tonnes de tutoriels, mais qui ne produit rien. Et là, ça crée un énorme problème dans ton apprentissage si tu deviens comme ça. C'est simplement en fait que moins tu produis, et moins tu comprends les réels problèmes, les réelles difficultés à surmonter pour devenir un bon artiste. Je m'explique concrètement. Quand tu apprends le logiciel, ce qui est très bien d'apprendre le logiciel, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas apprendre le logiciel, mais quand tu apprends le logiciel, tu ne fais qu'apprendre les choses de manière très indépendante. Ok, je comprends comment faire une extrude, je comprends comment simuler de l'eau, je comprends comment simuler de la fumée, je comprends comment faire casser un objet avec un fracture tool par exemple, je comprends comment faire du rig avec une armature pour déformer un mesh. Ok, tu comprends tout ça de manière totalement indépendante puisque tu suis le tuto, tu testes sur l'exemple et c'est tout et tu penses savoir. Mais en fait le problème c'est que quand tu sais ça, oui tu sais où sont les boutons dans le logiciel, mais en fait, qu'on soit clair, tu n'as absolument rien compris. Je t'explique pourquoi. Tu n'as rien compris quand tu travailles et que tu apprends avec ce concept-là, puisque le vrai moment où tu commences à comprendre les choses et que tu commences à comprendre comment les choses sont construites et pourquoi t'avais rien compris, c'est quand tu interconnectes les différents secteurs ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire quand tu fais un projet de A à Z. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est quand tu sais faire 3 extrudes sur un cube, tu ne sais pas modéliser. Par contre, quand tu as modélisé un personnage entier, tu commences à savoir déjà un petit peu modéliser. Et tu vois qu'en modélisant un personnage entier, il va y avoir plein de difficultés qui vont arriver que tu n'aurais même pas imaginé quand tu as fait ton tutoriel et que tu as appris à modéliser. Alors, tu peux connaître les 500 outils de tous les logiciels, hein. Ça t'apprendra pas à modéliser. Ça t'apprendra à utiliser les outils de modélisation. Mais modéliser, c'est une autre compétence. Et la preuve, si tu es dans ce cas-là, essaie de modéliser un personnage de A à Z et tu vas te dire, tu vas arriver devant Blender, Maya, ce que tu veux, tu vas faire putain, mais par où je commence ? Par où je commence là ? Et tu vas essayer et tu vas pas comprendre et ce sera pas dans les bonnes proportions et ta topologie elle sera pas bonne et tu comprendras pas pourquoi. Et en fait, tu vas commencer à avoir une quantité de nouveaux challenges à dépasser qui n'ont en fait rien à voir avec les outils, mais qui ont plutôt en fait à voir avec le concept de la modélisation, la théorie. Et encore, c'est que le début ça, parce qu'après la théorie, la modé que t'as ton personnage modélisé, ok, t'as compris de manière profonde un secteur qu'est la modélisation, maintenant tu fais le rig.
Et quand tu arrives sur le rig, alors oui, tu savais faire une armature déformée en bras, super. Par contre, riguer ton personnage n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que quand tu mets ton rig, ah bah le doigt gauche il marche pas. Ah ouais, mais en fait c'est parce qu'il manquait, il y avait un problème de loop. D'accord? Et là je reviens à un exemple concret, c'est oui, tu sais faire un CTRL R pour mettre des loops sur ton mesh dans Blender, ou alors un multicut pour mettre une loop dans ton... Ok, mais savoir modéliser, c'est pas ça. Savoir modéliser, c'est savoir faire une loop avec un CTRL R, mais savoir pourquoi et où tu la places. Enfin, pourquoi, plutôt savoir où tu la places et pourquoi. Parce que justement, placées d'une certaine manière, elles vont déformer le mesh correctement quand le bone sera placé au même endroit, quand tu vas faire du rig. C'est ça, savoir faire de la 3D. Savoir faire de la 3D, en fait, la seule manière de vraiment être un bon artiste 3D, c'est de interconnecter les éléments entre eux, c'est-à-dire faire de la modé, puis du rig, puis du shading, puis finir un projet entier. Et tu vas voir que ça, c'est infiniment plus difficile, infiniment plus dur. Mais qu'on soit clair, tant que t'as pas fait un projet de A à Z, tu n'es même pas le début d'un artiste 3D. Tu es un mec qui suit des tutos. Par contre, une fois que tu as fini ton premier projet, aussi nul qu'il soit, tu as fait un premier pas vers ton rêve, en gros. Tu as fait un premier pas, tu peux déjà te dire, ok, là, je suis artiste. Un artiste pas très bon, mais je suis artiste. Parce que j'ai compris comment s'interconnecter les différents éléments. Et toi, tu vas peut-être me dire, ouais, mais non, Romain, moi, je veux juste être, j'en sais rien, moi, FX artiste plus tard, et j'en ai rien à foutre du reste. Tout à fait. Et tu as tout à fait raison, c'est une excellente ambition. Mais si tu te dis ça, il faut bien comprendre qu'il faut bien que tu comprennes les éléments qui viennent avant et après toi, pour pas que tu retardes la chaîne de production, pour pas que tu poses de problème, d'accord? Je te donne un exemple très concret. Un rigueur ne modélise pas particulièrement, en prod, hein, je parle. Mais par contre, il sait tout à fait comment modéliser. Parce que énormément de points dans la modélisation vont déterminer si ton rig sera bon. Un FX artiste spécialisé en fumée, par exemple, ne fait peut-être pas d'animation et ni de simulation de particules, mais pourtant, en tout cas tous les jours, mais pourtant la simulation de fumée étant extrêmement liée avec la simulation de particules et l'animation, il y a de grandes chances qu'ils savent tout à fait comment ça fonctionne. Un autre exemple. Quelqu'un qui fait de la simulation aussi ne fait pas tous les jours peut-être de l'export alambic et ce qu'on appelle en fait du coup du pipeline pour gérer l'endroit de ses données, son fonctionnement, etc. Un peu compliqué ça. Dans tous les cas, même si tu fais pas ça dans ta vie, c'est important de le comprendre puisque la manière dont tu vas construire ta simulation va vraiment dépendre de où est-ce que tu veux placer tes données et comment tu veux les encoder. Bon, ceux qui font un peu de simulation voient de quoi je parle, sont les autres peut-être pas, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que même si dans ton métier, plus tard, tu es ultra spécialisé et que tu ne fais qu'un seul domaine, c'est important de comprendre les domaines environnement pour être sûr de pas faire d'erreurs. Parce que certaines décisions que tu vas prendre dans ton domaine vont être prises en fonction de paramètres qui ne sont pas dans ton domaine. Je te donne un dernier exemple juste pour la blague. Si tu fais de la fumée, par exemple, il y a de grandes chances que tu aies beaucoup de connaissances aussi en rendu sur le volume, puisque la fumée c'est du volume, et la simulation de ton volume va directement être impactée par rapport au rendu que tu as lui donné. Et souvent, le mec qui fait le rendu de la fumée, c'est pas le même que celui... Enfin, dans les studios très spécialisés, le mec qui fait la simulation de la fumée, c'est pas le mec qui fait le rendu. Mais les deux savent de quoi ils parlent dans les deux sens. Parce qu'il faut absolument qu'ils puissent communiquer ensemble. D'accord? Donc, pour celui qui veut se spécialiser, oui, tu n'en feras pas quand tu seras en production, pas forcément en tout cas, mais c'est quand même important que tu comprennes la chaîne de production, la manière dont ça fonctionne, parce que si tu ne comprends pas ça, tu vas simplement emmerder déjà tout le monde et faire des erreurs. Ton projet, ton travail sera moins bon parce que tu ne comprendras pas les paramètres externes des autres domaines qui vont impacter la qualité du tien. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Un dernier truc aussi que je veux expliquer, c'est si tu ne passes pas par tous les domaines, comment tu veux savoir lequel tu aimes? Il y a un moment, comment tu veux savoir si t'aimes la simulation de fumée si t'as jamais testé? Comment tu veux savoir si t'aimes l'animation si t'as jamais animé? Et d'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant dans les premiers élèves de l'école, c'est quand les élèves candidatent à l'école H3E2, 90% d'entre eux me disent, moi, je veux faire l'animation. Et en fait, ce qui est marrant, en fait, c'est que la plupart d'entre eux finissent par ne pas faire de l'animation, mais plutôt du modé, du rig, du shading, de la simulation, de la fumée. Pourquoi ils me disent ça? Parce qu'en fait, l'animation, c'est le seul métier qu'ils connaissent. Et en fait, ils ont pas testé les autres. Et du coup, évidemment, quand tu sais pas et que t'as pas testé les autres, tu ne peux pas savoir si tu aimes ou pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment important de le comprendre. Parce que si tu comprends pas ce système-là, si tu comprends pas comment ça fonctionne, si tu comprends pas le fait que apprendre un logiciel, c'est bien, si tu sais utiliser un logiciel, tant mieux pour toi, mais c'est pas apprendre à être artiste, c'est important. C'est important de commenter. C'est pas la même chose, en fait. Si t'as pas compris ça, ça va pas. Donc, si jamais tu te prends à te dire que tu sais modéliser, par exemple, parce que tu as suivi 30 tutos sur Internet, mais qu'à côté de ça, tu n'as jamais fait une modélisation entière complète, je suis désolé de te dire ça, mais tu ne sais pas modéliser.
Par contre, ce qui est intéressant, et tu pourrais te dire, ouais, mais moi si je sais modéliser, puisque j'ai suivi des tutos et j'ai en plus modélisé des trucs, genre j'ai modélisé une balle de tennis, j'ai modélisé une voiture, etc. Et là je vais te dire, bah non, tu ne sais pas modéliser. Tu sais modéliser une balle de tennis et une voiture. À la limite, peut-être, tu sais modéliser du hard surface. Si au contraire, tu as modélisé et t'as pas modélisé de voiture, mais t'as modélisé des personnages, etc., et t'as fait du sculpt dans ZBrush, ou même dans Blender, etc., et bah tu sais pas non plus modéliser. Tu sais modéliser du personnage. Et encore, si t'as fait du sculpt, il faut voir un petit peu comment t'as géré ton workflow pour que ton personnage soit animable. Sinon, tu sais modéliser du personnage pour image fixe. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Bah, il y a pas vraiment d'avis là-dessus. Tu fais ce que tu veux, tu apprends ce que tu veux, il y a pas de jugement. D'accord? C'est pas un problème en soi. Mais par contre, je pense que c'est important de se rendre compte de compétences réelles que tu as. Devenir un modeleur général, en fait, au final, il y a très peu de gens comme ça dans l'industrie. Modeleur généraliste, c'est très difficile. Par exemple, moi, tu vois, je suis pas du tout modeleur généraliste. Je suis très mauvais en modélisation d'organique. Je suis pas du tout bon en modélisation de personnages, par exemple. Jamais je me revendiquerai modeleur caractère designer. C'est pas mon truc, tout simplement, j'aime pas. Et je suis bien meilleur, par exemple, en modélisation hors surface. Encore, je suis bien meilleur. C'est loin d'être mon dada, tu vois. Je vais prendre par rapport à un mec qui fait ça de tout le temps et qui est spécialisé là-dedans, je vais prendre 4 fois plus de temps que lui, ce sera moins beau. Bref, c'est pas du tout mon domaine. D'ailleurs, pour l'histoire, mon domaine, c'est le rig, le shading et le développement d'outils. C'est les 3 domaines, vraiment, où je suis spécialisé. Le reste, du coup, je suis généraliste par-dessus, je comprends les domaines, je comprends l'image, comment ça fonctionne, je fais plusieurs projets au fur et à mesure, de A à Z, pour comprendre comment les choses s'interconnectent, et du coup, je comprends les contraintes qu'on va avoir en modé pour le rig, pour le shading, etc. Mais je reste, moi, aujourd'hui, spécialisé dans le rig, le shading et le développement d'outils. C'est les 3 éléments qui me plaisent le plus, et que j'ai aussi fait le plus dans ma vie, dans ma carrière. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça veut dire que on a tous nos forces et nos faiblesses, et ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui démarquent, qui ont envie d'être très bons partout, tu vois. C'est pas possible. C'est très difficile d'être très bon partout. Tu peux être bon partout et être très bon dans 2-3 sujets. Mais par contre, c'est très difficile d'être excellent partout. Parce que c'est des domaines qui demandent énormément d'investissement et de compétences. Alors, il y a quand même autre chose aussi à mettre en place. C'est la corrélation avec le temps de travail, dont on a parlé la dernière fois. Puisque par contre, ce que je vois souvent, c'est que j'aurais tendance, par rapport à ce que je viens de t'expliquer, à observer dans l'industrie et le monde qui m'entoure, des gens qui sont ou très spécialisés et super bons dans leur domaine, ou des gens généralistes qui sont bons partout. Tu vois, ils sont pas très bons, mais ils sont bons partout. Et en fait, c'est pas du tout ce que je vois. Ce que je vois autour de moi, c'est plutôt des gens très mauvais, ou des gens très bons en général. Là, tu vas me dire, putain, mais ça contredit parfaitement ce que tu viens d'expliquer pendant là quasiment un quart d'heure. Et en fait, oui, c'est vrai. Mais c'est parce qu'en fait, de ce que je vois, pour moi, quand je regarde les gens qui rentrent dans l'école, quand je réponds aux mails que je reçois, quand je discute avec d'autres artistes, j'ai l'impression qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui se sont fainéants et qui en foutent pas une, et les gens qui bossent comme des malades. Et au final, en fait, malheureusement, les gens qui sont fainéants sont quand même majoritaires, alors ça on va pas se le cacher. Alors après, le truc, c'est que comme moi je suis sur YouTube, j'attire tout le monde, même des gens qui sont pas forcément intéressés ou qui sont à peine intéressés, donc j'ai certainement une proportion, je pense, de gens qui sont pas hyper passionnés, très forte, et du coup, je pense que ça biaise vraiment mon point de vue, ça c'est clair. Donc je pense que pour moi, la proportion est vraiment trop élevée par rapport à ce qu'il y a en vrai. Mais dans tous les cas, ce qu'il y a besoin de se rendre compte, c'est qu'au final, en fait, la quantité de travail que tu mets dans ta passion qui est la 3D, peut, je pense, compenser ce problème de spécialiste et généraliste. Je pense honnêtement que si tu bosses 2, 3, 4 fois plus que quelqu'un de normal, je pense que tu peux devenir aussi bon qu'un spécialiste bon en généraliste partout. Mais par contre, ça va te demander énormément plus de travail. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'au final, si t'es quelqu'un qui bosse et qui te bouge le cul, on en a déjà parlé, mais vraiment, quand je dis qu'il se bouge le cul, c'est vraiment, c'est genre tu fais 4, 5, 6, 7, 8 heures par jour. Non-stop, tu peux être bon, voire très bon dans quelques domaines et bon dans tous les autres, et ça c'est déjà excellent au final. En fait, on se rend compte à quel point déjà faire un film de A à Z tout seul, c'est déjà un mini exploit en soi. Enfin, c'est déjà un exploit de malade même en soi. C'est très difficile de faire un film tout seul. Un film 3D de 1-2 minutes tout seul, c'est extrêmement compliqué. Il y a beaucoup de connaissances à avoir, beaucoup de choses à comprendre et de fonctionnement à assimiler. C'est pas du tout évident. Si t'arrives à faire ça, parce que tu as énormément bossé, déjà,
déjà on est sur une très bonne voie. On est sur une très bonne voie et tu vas pouvoir vraiment avoir des réelles compétences qui auront une réelle valeur quand tu vas chercher un travail, si tu vas chercher un travail un jour dans ce domaine. Donc, quelle est la conclusion de ce podcast? Parce qu'au final, en fait, je suis parti de l'idée de apprendre un logiciel n'est pas la même chose que apprendre à devenir artiste. Donc ça, tu l'as compris. Et je pense qu'il faut vraiment que tu fasses cette barrière. Hein. Un logiciel, pour moi, ça s'apprend en un mois et demi. Tu vois, un mois et demi. Par contre, devenir artiste, pour moi, ça se fait plutôt en 1 an et demi, 2 ans. Tu vois, 1 an pour les plus rapides. Donc, tu vois la nuance, tu vois, qu'il y a la différence de difficulté et de temps que ça prend d'être artiste par rapport à avoir un logiciel. Mais la conclusion par rapport à ça, c'est de se dire que, au final, en fait, ce qui est important, c'est de faire le projet, en fait. De faire un projet de A à Z. Ce qui est important, c'est pas le logiciel que tu choisis. Ce qui est important, c'est pas non plus les heures que tu passes sur le logiciel. Ce qui est important, c'est les heures que tu passes sur ton projet. Parce que si tu bosses 4 heures par jour, mais que 4 heures par jour, en fait, tu regardes du tuto, ça sert à rien. Enfin, c'est inutile. Regarder un tuto pour avancer dans ton projet, ça a du sens à fond, et c'est ce qu'il faut faire. Mais regarder un tuto pour regarder un tuto, ça n'a vraiment aucun intérêt. Allez, ça a un minimum d'intérêt de 10%, à la limite, si tu regardes ça le soir en termes de mi-divertissement, mi-apprentissage, tu vois. Ok, pourquoi pas, mais c'est pas ça, travailler. Travailler, c'est vraiment être sur ton projet, galérer, avancer, trouver des solutions. Donc, ce que tu dois retenir, c'est, on va faire un petit couplage avec le podcast de la fois dernière. C'est, ce qui est important pour y arriver, c'est de faire un projet, peu importe le logiciel, peu importe la technique que tu utilises, peu importe tout ça, juste un projet que tu as en tête. Et de bosser comme un grand malade dessus. Ton projet sera pas parfait. Tu connaîtras pas non plus toutes les astuces de logiciel pour le faire. Tu vas certainement faire des grosses erreurs, tu vas même peut-être bloquer à certains points. C'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu te prennes dans la face la difficulté de faire un personnage entier. De déformer ce personnage correctement. D'animer ce personnage correctement. De le rendre, de mettre les lumières et que tout ça soit dégueu. Alors j'exagère, évidemment, il y aura certains trucs beaux, il y aura certains trucs moins beaux, c'est pas grave, on s'en fout. L'important ici n'est pas le résultat, l'important c'est le process. Quand tu auras fait tout ce process une fois, et que tu vas le recommencer une deuxième fois, tu vas voir que tout va être beaucoup plus clair, plus limpide. Et là, en fait, tu auras fait, comme je l'ai dit, ton premier pas pour être un artiste 3D, qui comprend comment le tout fonctionne. Un vrai artiste 3D, un artiste qui n'est pas bon dans son logiciel, mais qui est bon dans les fondamentaux, dans le fonctionnement. D'accord? Un artiste 3D, quand tu as fait un projet sur un logiciel, peu importe le logiciel, si tu l'as fait le projet entièrement, tu peux passer d'un logiciel à un autre logiquement sans trop de problème. C'est-à-dire que si tu as fait un projet entièrement sur Blender, et que demain je te dis passe sur Maya, logiquement, tu me dis, ok, dans 3 semaines, c'est bon. Dans 3 semaines, tu seras aussi à l'aise sur Maya que sur Blender. Par contre, si t'es quelqu'un qui a fait que des tutoriels, et qui a jamais fait un projet de A à Z, ou s'il a fait des projets, mais les projets, c'est juste des copies des tutoriels, eh bien, dans ce cas-là, si je te dis passe sur Maya, donc imagine que tu étais sur Blender, tu vas mettre, ça va être la mort pour toi, tu as l'impression de tout recommencer. Ça, c'est simplement, c'est le pattern à repérer. C'est-à-dire que tu as appris le logiciel et que tu n'as pas appris le métier d'artiste 3D. Ça veut dire en fait que là, tu es au tout début de ton démarrage. Tu n'as quasiment pas commencé. Comment tu règles ce problème-là? C'est pas compliqué. Tu prends un projet et tu commences ton projet. T'arrêtes les tutoriels, tu fermes YouTube, tu prends un projet et tu démarres. Ok? Voilà. Je vais terminer, je pense, sur cette phrase-là. Je pense que c'est pas compliqué, hein. Tu prends un projet, tu démarres, c'est parti. Justement, pour terminer ce podcast, tu te poser la question sur quel projet démarrer, ou même tu as du mal à trouver des cours qui soient dans l'ordre sur YouTube, et c'est extrêmement compliqué de savoir par où commencer. Et je sais, je suis passé par là, c'est très compliqué, tu tournes en rond, c'est un enfer. Ce que je te propose, c'est de te rendre sur l'URL teach.motion-live.com/première image/prez.html, première-image/prez.html. C'est un petit projet de 6 jours, vraiment un tout petit, mais histoire de démarrer en douceur. 6 jours de cours 3D. Tu avances au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4 jours. Les cours sont dans l'ordre. Ça te permet de faire un petit premier projet de A à Z. C'est terminé. Évidemment, c'est pas ça qui va te rendre artiste professionnel. On est clair et net là-dessus. Mais par contre, c'est une très bonne solution pour mettre le pied à l'étrier et pouvoir terminer au moins un petit premier projet et se dire peut-être que tu commences à la fin de ce premier projet à être un tout petit début d'artiste 3D. Et c'est clairement par là qu'il faut démarrer. L'avantage de ce premier projet, c'est qu'il va te donner vraiment les bases fondamentales sur tous les secteurs, parce que l'idée, c'est qu'on va vraiment faire un projet de base avec tous les secteurs, un secteur par jour. Alors évidemment, pour les gens qui font de la 3D de manière un peu plus longtemps, on va dire, mais t'as un secteur par jour, t'es complètement malade, c'est complètement impossible. Évidemment, c'est extrêmement simplifié, on va vraiment en fondamentaux, d'accord? Tu vas pas être modeleur en sortant de cette formation, on est clair et net là-dessus. Mais l'idée, par contre, c'est que t'as juste de voir ce qui te plaît pas, ce que t'as vu, ce que t'as pas vu, comment ça s'entremêle, comment ça fonctionne. Et te dire, ok,
Bon bah j'ai compris ça, j'ai fait mon petit projet, maintenant je vais aller sur la modé, aller plus loin derrière. L'idée c'est de te sortir un petit peu de ce flou qui est toutes les vidéos YouTube où ça parle de tout, et d'avoir juste une petite route tracée, à suivre un petit peu bêtement si je puis dire, mais c'est bien de suivre une route bêtement, dans le sens où ça te permet de te concentrer sur les choses vraiment importantes qui est le logiciel que tu as devant toi et comment ça fonctionne, plutôt que de te dire quelle vidéo je vais regarder après, ok? Donc si ça t'intéresse de commencer par là, et si tu débutes pour moi vraiment c'est l'endroit où commencer, et bah je répète une dernière fois, ça se passe sur teach.motion-live.com/ première-du-6 image / prez.html, prez P-R-E-S, pardon, .html. Si c'est ok pour toi, et bah je te retrouve là-bas. Enfin, pour terminer en conclusion, si tu apprécies ce podcast, et bah tu peux lui mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast. Ça me fera extrêmement plaisir déjà, et c'est déjà pas mal. Mais en plus de ça, et surtout, ça permettra à ce podcast d'être découvert par plus de gens, et du coup, de pouvoir créer une communauté autour de la 3D qui soit plus importante et plus grande en France avec Motion Live Teach. Ce serait vraiment très cool, en tout cas moi ça me ferait très plaisir. Je pense que ce serait aussi hyper intéressant pour lancer des conversations, avoir des débats et finalement agrémenter cette sphère de l'art 3D en France. Je pense que ça peut que être bénéfique pour tout le monde. Donc si tu apprécies ce podcast, eh ben je t'invite s'il te plaît à aller mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur n'importe quelle autre plateforme de podcast que tu utilises. Ça a été un réel plaisir d'être avec toi jusqu'à la fin de ce podcast. J'espère que les idées que j'ai partagées ici t'ont aidé et qu'elles ont résonné un petit peu avec toi et que ça va peut-être, pourquoi pas, potentiellement changer ta manière d'approcher la 3D. En tout cas, je l'espère. Et moi, je te dis à très très vite pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Ciao.